Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une œuvre culte de la science-fiction dont le premier tome est paru en 1965. Dune a longtemps été synonyme de malédiction pour les réalisateurs qui ont essayé de le porter à l'écran. Un nouveau Dune, signé du Canadien Denis Villeneuve, est en salle en France depuis le mercredi 15 septembre, avec à l'affiche notamment le franco-américain Timothée Chalamet. Alors ce Dune est-il réussi ? Pourquoi jusqu'ici personne n'avait pu véritablement traduire en images cette saga ? C'est ce que nous raconte aujourd'hui dans Code Source Michel Valentin du service culture du Parisien. Michel Valentin, Dune, au départ, c'est un roman publié en 1965. Présentez-nous ce premier livre. Ce premier livre, en fait, a été publié en plusieurs tronçons dans un magazine de science-fiction américain qui s'appelait Analog. Il a ensuite été publié par un petit éditeur après que la plupart des grands aient refusé. Et il arrive en France à partir de 1970. Quelle est l'histoire, en quelques mots, l'histoire de Dune ? Ça parle d'une planète qui s'appelle Arrakis, mais aussi Dune, qui est une planète à la fois inhospitalière, quasi désertique, mais habitée, et où on trouve un élément stratégique que l'écrivain appelle l'épice, une substance qui permet à la fois de prolonger l'espérance de vie, d'acquérir des pouvoirs de prémonition, et qui est indispensable aux navigateurs spatiaux, à ceux qui voyagent entre les étoiles, justement pour accomplir ces immenses voyages. Vous, Michel Valentin, vous le lisez quand vous êtes ado au collège à la fin des années 70 et il vous marque. Parce que c'est un bouquin de science-fiction adulte, si j'ose dire. C'est-à-dire que la science-fiction est hélas parfois dénigrée pour son aspect vraiment BD, pas très bien écrite, etc. Et Dune, c'est vraiment l'inverse. Frank Herbert est un journaliste, il écrit très bien, il emploie beaucoup de termes savants. C'est le premier livre dans lequel j'ai lu le terme écologie. Autre terme que vous avez découvert dans ce livre, c'est le mot djihad. Tout à fait. Pour décrire les gens qui vivent à la surface de la planète, Frank Herbert s'est beaucoup inspiré des Bédouins, des nomades arabes. Et donc, il emploie dans son livre beaucoup de termes tirés de l'arabe. Et il parle souvent d'un djihad, donc d'une guerre sainte, qu'il appelle le djihad butlérien, qui est quelque chose qui s'est passé dans un lointain passé par rapport à l'histoire. Ça explique pourquoi dans Dune, il n'y a pas de robots ni d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'humanité est entrée en guerre avec les robots et les intelligences artificielles. L'humanité a gagné et a décidé de se passer de ces outils bien utiles, mais aussi très dangereux. Pendant la décennie 70, plusieurs réalisateurs envisagent d'adapter Dune au cinéma. Ça démarre quasiment aux États-Unis dès le début des années 70, face au succès du livre. Le producteur Arthur Jacobs, celui qui a produit La planète des singes, se dit que ça peut être intéressant d'adapter ça au cinéma. Il pense à David Lean, le réalisateur notamment de Lawrence d'Arabie, et ça ne se fait pas. Puis finalement, Hollywood se dit que c'est quand même compliqué à adapter ce genre de choses. Les effets spéciaux n'ont pas atteint le niveau d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des vaisseaux spatiaux, des vers géants, des combats, etc. Bref, le projet capote et puis Dune disparaît un peu de l'horizon. Et finalement, c'est un réalisateur franco-chilien, Alejandro Jodorowsky, qui achète les droits pour une bouchée de pain et qui va essayer de monter son propre Dune. Alors, qui est Alejandro Jodorowsky à ce moment-là ? Qui est-il ? Pourquoi est-ce qu'il s'est fait connaître ? C'est un Chilien d'origine juive ukrainienne qui lui-même va venir vivre en France à partir des années 50. Il commence comme assistant du mime Marceau et c'est quelqu'un qui n'a pas un seul, mais alors une myriade de centres d'intérêt. Il a fait donc du mime, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma, il a fait de la danse, il a fait de la BD. C'est un expert en alchimie, c'est un expert en tarot. Et donc à l'époque, au début des années 70, il est connu parce qu'il a réalisé plusieurs films, dont 2 ont rencontré un énorme succès culte, mais aussi financier dans la mesure où, comme ils n'ont pas coûté grand-chose, le peu qu'ils ont rapporté, ça a quand même rapporté de l'argent assez financier. Ces 2 films, c'est El Topo, qui est une espèce de film qui surfe sur la vague des western spaghetti, mais alors un western spaghetti sous hallucinogène total, du début à la fin. En este desierto viven los 4 maestros del revólver.
Grâce à ce film, il a réussi à monter un autre projet qui s'appelle La Montagne Sacrée, qui est inspiré d'un livre. Il a été en partie financé par John Lennon et Yoko Ono. Nothing in your education or experience can have prepared you for this film. Alejandro Jodorowsky's The Holy Mountain. Et là, le film est encore un grand n'importe quoi, psychédélique, mystique, etc., mais qui a été encensé par la critique et qui a à nouveau bien marché. The Holy Mountain is a film completely outside the entire tradition of motion picture art. Ces films, à qui ils plaisent ? Ils plaisent au public étudiant, un public un peu hippie, un public qui est à la recherche de films un peu qui sortent de l'horizon, de films qui ouvrent l'esprit. C'est quand même la période du LSD, de l'amour libre, etc. Donc les films qui dévient un peu du cadre, qui explorent de nouveaux mondes, plaisent beaucoup aux gens. Encore une fois, ce ne sont pas d'énormes succès publics, mais c'est des succès dont on parle. Grâce à ces films, un producteur de cinéma français, Michel Seydoux, va se rapprocher de lui. Oui, alors Michel Seydoux a vu les films de Jodorowsky, donc considère que c'est peut-être intéressant de bosser avec lui. Et tous les deux, ils travaillent sur le projet Dune. Et Michel Seydoux est tellement confiant qu'au début, il donne quartier libre à Jodorowsky en lui disant « Vas-y, tu as budget limité et tu peux embaucher qui tu veux ». En 1974, Alejandro Jodorowsky se lance dans ce projet avec de grandes ambitions. Il faut bien comprendre que Jodorowsky, à l'époque, il veut faire le plus grand film du monde. Il le dit, il s'en cache pas. Il a beaucoup de qualités, cet homme-là, mais la modestie n'est peut-être pas la plus appuyée chez lui. Et donc, il veut réunir un casting de rêve. Il veut avoir la plus grande musique du monde. Il veut des décors somptueux. Il a d'énormes ambitions pour son film. Qui est-ce qu'il veut, par exemple, dans le casting ? Il pense à Mick Jagger, des Rolling Stones. Il pense à Salvador Dali. Il pense à Orson Welles. Il pense à Charlotte Rampling. Il pense à Alain Delon. Il pense à Denis Carradine, qui triomphe à l'époque dans la série Kung Fu. Il veut que du haut de gamme. Vous avez cité Salvador Dali. L'artiste aurait posé des conditions folles pour participer au film. Salvador Dali réclame un salaire mirobolant, qui est, suivant les sources, $100 000 la journée, $100 000 l'heure. Jodorowsky négocie avec lui en disant « Ok, je t'embauche, mais on va en profiter pour faire un moule et un robot de toi, donc après on utilisera le robot. » Salvador Dali veut des scènes complètement dingues, notamment il veut une girafe qui brûle. Tout ça fait l'objet de négociations avec Jodorowsky. Je ne suis pas sûr que tout ça aurait vraiment abouti, mais il y a un jeu du chat et de la souris entre les deux hommes. Pour les dessins préparatoires au film, Jodorowsky fait appel à un très grand nom. Même à plusieurs. Alors déjà, il fait appel à Moebius, qui est connu chez nous aussi sous le nom de Jean Giraud, le dessinateur de Blueberry, qui lui dessine des uniformes, du design de palais, de choses comme ça. Mais il fait aussi appel à Chris Foss, qui est aussi très connu à l'époque, qui est un grand dessinateur de science-fiction spécialisé dans les vaisseaux spatiaux, donc qui a illustré d'innombrables livres, qui a fait des beaux bouquins et qui a travaillé plusieurs fois avec le cinéma. Et il fait appel à Hans Giger, qui sera connu quelques années après pour travailler sur Alien. Et pour la musique du film ? On est à peu près sûr que Pink Floyd a été contacté. Le groupe français Magma, qui est aussi une grosse référence française et internationale des années 70, a aussi été contacté. Et dans le même style de rock un peu progressif, planant, etc., il semblerait que Jodorowsky ait aussi envisagé Mike Oldfield, qui a fait la musique de l'Exorciste, et Tangerine Dream, le groupe allemand au synthétiseur. Il veut faire vraiment le film ultime. Pour lui, il n'y a pas de demi-mesure. On ne va pas faire un film à petit budget. Il se voit en concurrence avec 2001, l'Odyssée de l'espace, avec La planète des singes, avec des films comme ça. Il veut faire un film de référence. I wanted to make something sacred, free, with new perspective, open the mind. I start the fight to make Dune. Des millions de dollars sont dépensés et après 2 ans de travail, en 1976, le producteur Michel Seydoux et Alejandro Jodorowsky vont voir des investisseurs américains. Michel Seydoux a beau dire que le budget sera illimité, lui-même n'est pas Crésus. Il y a un moment où il ne peut plus financer tout seul ce film et les exigences particulières de son réalisateur. En fait, ils ont été pas très loin de pouvoir reboucler leur budget, mais il leur manquait quelques millions de dollars. Encore une fois, on parle du milieu des années 70, où les films, un gros film, c'était un budget à 30, 40 millions de dollars, ce qui aujourd'hui est un budget moyen. Mais à l'époque, c'était vraiment une somme colossale. Donc, ils vont à Hollywood. Ils ont fait réaliser des books, des énormes livres dans lesquels les illustrateurs dont nous parlions précédemment, Giger, Foss, Moebius,
ont dessiné plein de choses, des vaisseaux spatiaux, des palais, des uniformes, des armes, etc., pour convaincre les investisseurs. Qu'est-ce qu'ils leur répondent ? Les investisseurs leur répondent en gros non, ou les font lanterner, dans la mesure où ils sont un peu inquiets du budget et de la capacité de Jodorowsky à pouvoir vraiment réaliser le film. Mais les books, ces gros livres qui contiennent les dessins préparatoires au film, restent donc chez des producteurs, des investisseurs à Hollywood. Ils ont dit à Jodorowsky et Seydoux qu'ils allaient réfléchir, donc ils avaient besoin de conserver ces documents. Mais ils les gardent et probablement certains d'entre eux, peu scrupuleux, les utilisent, s'en inspirent plus tard pour le design, voire plus, de pas mal de films de science-fiction qui sortiront dans les années suivantes, et pas des moindres. On parle de Star Wars, on parle de Alien, on parle de Flash Gordon, on parle de Terminator, on parle des Aventuriers de l'Arche perdue. C'est pas du plagiat, mais manifestement, il y a eu de l'inspiration et des idées qui sont arrivées dans d'autres grosses productions américaines. Le Dune de Jodorowsky ne verra jamais le jour. Son projet complètement démentiel fera d'ailleurs l'objet d'un documentaire beaucoup plus tard. Vous, Michel Valentin, vous l'avez rencontré en 2019 pour Le Parisien. Est-ce qu'on peut dire que sur ce projet, il a perdu les pédales ? Je pense qu'il les avait déjà perdues bien avant. Ces idées, en tout cas, ont dépassé les capacités de ce que le cinéma pouvait produire à l'époque. Après cet échec, un autre producteur, Dino De Laurentiis, récupère la licence Dune et il cherche un réalisateur. Il pense à Ridley Scott qui vient de sortir du succès d'Alien, mais Ridley Scott travaillera pas longtemps sur le film, à peine quelques semaines ou quelques mois. Et finalement, c'est un certain David Lynch qui se met sur le projet. Il vient de signer un film majeur. Il vient de signer Elephant Man, qui est inspiré d'une histoire vraie, celle de John Merrick, un homme qui a vécu au 19e siècle et qui a été atteint d'une maladie extrêmement rare qui lui faisait un visage extrêmement difforme. Il était phénomène de foire et il était devenu, suite à la rencontre avec un médecin, un des personnages de la haute société londonienne. Et donc ce film est un immense succès. Grâce à ça, David Lynch se met sur Dune. Comment se déroule le tournage de Dune ? Pas très bien. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, Lynch n'est pas très amateur de science-fiction. Je pense qu'à l'époque, il n'a pas lu le livre. Il se retrouve avec un très gros budget, chose qu'il n'a pas encore maniée à l'époque. Dino De Laurentiis lui impose de tourner au Mexique, où il y a de très bons artisans, des décors notamment désertiques. Mais le Mexique, à l'époque, n'est pas aussi bien équipé qu'Hollywood. Lynch ne maîtrise pas bien les effets spéciaux, ne maîtrise pas tout son casting. Bref, est un peu tendre pour l'opération. Et ça se passe pas très bien. Le film sort en 1984. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Beaucoup de scènes très monumentales, que ce soit dans le désert ou dans des palais immenses. On essaie d'avoir de la solennité, on essaie d'avoir de l'ampleur. C'est un film qui essaie d'être colossal, qui essaie de marquer visuellement son spectateur. Je vois deux grandes maisons. La maison des Atréides et la maison des Harkonnen en conflit. Les Atréides créent une armée secrète de pointe, usant d'une technique inconnue de nous, une technique qui fait appel au son. Le duc devient de plus en plus populaire, Landsraad. Il constitue une menace pour moi. J'ai ordonné aux Atréides d'occuper Arrakis, d'exploiter l'épice afin de prendre la place de leurs ennemis, les Harkonnen. Ensuite, et à point nommé, le baron Harkonnen reviendra sur Arrakis et lancera une attaque contre les Atréides. Beaucoup de spectateurs le trouvent incompréhensible. Lynch a voulu intégrer trop de choses, trop de personnages, même s'il a mis une voix off au début pour expliquer un peu la situation. Il y a trop de choses. Si on n'a pas lu le livre, on est vraiment perdu. Alejandro Jodorowsky, il a vu le Dune de David Lynch. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? Alors, il n'a pas vu le film tout de suite. Il raconte que c'est ses fils, finalement, qui ont réussi à le traîner au cinéma pour aller voir le film. Et il disait que finalement, ça lui avait fait du bien, parce que plus il voyait le film, plus il détestait. Et il dit quelque chose à la fin comme « Finalement, j'ai découvert que c'était une vraie merde ». Plus tard, David Lynch lui-même prendra ses distances avec ce film. Il a conscience dès la fin du film et dès le début d'exploitation qu'il a raté son coup et il en garde un très mauvais souvenir. Il en parle très peu, mais en général, c'est pour dire que c'est un des pires souvenirs de sa vie. C'est donc un échec commercial et critique pour le Dune de David Lynch, mais la saga Dune, elle, continue de vivre. Ah oui, la saga, elle continue de fleurir, notamment en termes de livres, puisque Frank Herbert est toujours vivant à l'époque. Il mourra en 1985, mais il a vu le film. Et lui, il a continué à écrire. Il a écrit lui-même de sa propre plume 5 suites,
donc des volumes encore épais. Et après, son fils, un de ses fils, Brian, continuera à écrire encore des suites, des préquels, des extensions, etc., avec un écrivain qui s'appelle Kevin J. Anderson. Et il continue toujours, à tel point que l'éditeur français n'arrive pas à suivre. Il y a encore des bouquins qui restent inédits en langue française. Et les livres Dune, ils marchent aussi en France ? Ils n'ont pas tout de suite cartonné, mais à partir du moment où ils sont passés en poche, ça a cartonné. On estime qu'aujourd'hui, il s'est vendu plus de 1 million d'exemplaires en France, rien que de Dune, du premier livre, ce qui est un chiffre colossal. En termes de science-fiction, ce n'est dépassé que par Pierre Boulle, La planète des singes, et René Barjavel, La nuit des temps. Et les suites de Dune, on estime qu'elles se sont vendues à peu près 1,4 million, 1,5 million d'exemplaires en France. Donc 2,5 millions minimum d'exemplaires de la saga Dune en France. Et il y a une série créée aussi à partir de Dune. Il y a une mini-série créée dans les années 1990 qui s'intéresse à Dune et à sa suite directe, Le Messie de Dune. Michel Valentin, on en vient à l'actualité de Dune, une nouvelle adaptation au cinéma réalisée par le Canadien québécois Denis Villeneuve. Rappelez-nous d'abord l'essentiel de sa filmographie. Il a démarré par des films qui n'ont pas eu d'énorme impact au début en dehors du Canada. Il a vraiment explosé au niveau mondial, d'abord avec Sicario, un polar qui parle de trafic de drogue. Ensuite, il a fait un film de science-fiction qui a été encensé, qui s'appelait Premier Contact. Et puis, il a fait aussi la suite de Blade Runner 2049, qui a déchaîné beaucoup de controverses, mais que pour ma part, j'aime beaucoup. En résumé, il a plutôt bonne réputation. Oui, parce qu'il a la qualité de ne pas prendre son spectateur pour un idiot. Et quand il fait un polar ou quand il fait un film de science-fiction, c'est jamais manichéen, c'est jamais simpliste, c'est toujours un peu compliqué. Il faut parfois un peu s'accrocher, mais il fait des films adultes. Et pour ce nouveau Dune, dans l'un des rôles clés, il y a un acteur franco-américain, Timothée Chalamet, 25 ans, une étoile montante du cinéma américain. C'est un jeune acteur qui cartonne depuis qu'il a joué dans un film qui s'appelait Call Me By Your Name, une romance qui se passait en Italie et franchement, tout le monde ne voyait que lui. Il a ensuite tourné avec Woody Allen dans ce qui est son dernier film en date, Un jour de pluie à New York. C'est un des jeunes acteurs qui plaît le plus actuellement aux spectateurs à travers le monde. Denis Villeneuve a dit lui-même qu'il crevait l'écran avec sa gueule et avec ses cheveux. Il a dit que l'un des plus gros défis sur le tournage de cette nouvelle version de Dune, ça avait été de discipliner les cheveux de Timothée. Michel Valentin, pour Le Parisien, vous les rencontrez tous les deux dans un grand hôtel à Paris, le Bristol, le mardi 7 septembre. D'abord, que vous dit Denis Villeneuve sur son film ? Qu'est-ce qu'il a cherché à créer avec ce nouveau Dune ? Alors lui avait été très marqué par le livre et c'était un de ses fantasmes depuis le début de pouvoir le réaliser. Donc il est un peu heureux comme un gamin d'avoir pu tourner ça. Mais il voulait porter les thématiques du livre, les thématiques d'écologie, de colonialisme, de surexploitation des ressources, de capitalisme prédateur. Il voulait en plus pousser une des thématiques du livre qui est la présence de personnages féminins forts. Et il voulait vraiment que l'aspect féministe du film soit vraiment mis en avant. Et Timothée Chalamet, qu'est-ce qu'il vous dit sur Dune ? Lui aussi est sensible, c'est un jeune homme de son temps, donc l'écologie, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'exploitation des populations indigènes, ce sont des choses qui lui parlent et il est très content de pouvoir développer ces thématiques-là. Dune parle donc de tous ces thèmes que vous venez de citer. Il y a aussi un message politique assez fort ? Oui, parce que quelque part, on peut le lire à travers la grille de la lutte des classes. Dune, c'est une planète exploitée par des gens qui viennent d'une autre planète, qui mettent en cage littéralement les gens qui habitent déjà là, qui exploitent leurs ressources et les expédient ailleurs. Franchement, ça rappelle quelque chose du monde contemporain. Le message essentiel que voulait faire passer lui, Frank Herbert, au-delà de toutes les thématiques dont on vient déjà de parler, c'est de dire « méfiez-vous des hommes providentiels », même s'ils ont un joli look et même s'ils parlent bien, les hommes providentiels, finalement, ça finit toujours mal. Dune de Denis Villeneuve devait arriver en salle en 2020 pour les fêtes de Noël. Finalement, à cause de l'épidémie de Covid, la sortie a été reportée. Le film sort le 15 septembre. À quoi ça ressemble ? On voit des scènes énormes, par exemple quand la famille Atréide atterrit sur Dune. On les voit accueillis par des milliers de soldats sur une esplanade immense au pied d'un vaisseau spatial colossal. On voit des scènes de désert gigantesques, on voit une tempête de sable phénoménale.
Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Finalement, ce qu'on voit très souvent, c'est le majestueux, c'est le mot qui vient à l'esprit. C'est un film réussi ? Je pense que c'est même plus qu'un film réussi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs films de Denis Villeneuve. C'est un film qui est à l'image du sujet dont il traite, c'est un film cosmique. Qu'adviendra-t-il de notre monde ? Merci à Michel Valentin. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert, Sarah Amni et Timothée Croizan. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre application ou des petites étoiles. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.